Maurice. Bonjour à vous, Annie Lebrun. Bonjour. La beauté et la laideur ne sont pas neutres. Avec cette hypothèse de William Morris, vous êtes d'accord? Si elles ne sont pas neutres, que sont-elles? Partisanes, politiques? Oui, elles sont un peu tout ça. Oui, même si on essaye de nous le faire oublier, mais c'est aussi de ça dont il s'agit. Quelle charge politique peut contenir la beauté et son contraire, la laideur, pour vous, Annie Lebrun? S'il s'agit de la beauté, pas celle qu'on essaye de nous vendre à tout prix, mais de la beauté que chacun peut, peut vivre et dont il peut en être ébloui, eh bien, chaque expression de la beauté, c'est une sorte d'effraction, c'est-à-dire la beauté ouvre un horizon qui permet d'échapper à ce qui est. Et or, justement, tout le problème actuel de ce monde-ci est de nous convaincre qu'il n'y a pas d'alternative, c'est la suite de ce qu'affirmait Thatcher, et qu'il n'y a pas de sortie sinon de participer pleinement à ce monde qui se définit par une forme de marchandisation totale. Alors, guerre et violence, vous ouvrez cet ouvrage, Ce qui n'a pas de prix, chez Stock, sur un constat presque apocalyptique. Voici donc venu le temps où les catastrophes humaines s'ajoutent aux catastrophes naturelles pour abolir tout horizon. Et la première conséquence de ce redoublement catastrophique est que, sous prétexte d'en circonscrire les dégâts réels et symboliques, on s'empêche de regarder au-delà et de voir vers quel gouffre nous avançons de plus en plus sûrement. Un paysage presque abyssal que vous découvrez ici, celui qui nous entoure, cet espace brutalisé, les formes déformées, les sons malmenés jusqu'à modifier insidieusement nos paysages intérieurs. Comment cet enlaidissement du monde affecte-t-il, pour vous, à vos yeux, à vos sens, Annie Lebrun, directement les hommes? Par une sorte de reconfiguration de la sensibilité qui fait que justement, c'est la poursuite de ce que j'avais déjà dénoncé il y a malheureusement longtemps, qui renvoyait à la surproduction d'images, de signes, de marchandises. Il m'a semblé que la situation s'était encore aggravée. Alors, je ne comprenais pas de quoi il s'agit. Et puis, en observant de plus en plus, là, je me suis rendu compte que, au lieu d'être dans une civilisation du trop de réalité, de surproduction, maintenant on était dans une civilisation du déchet. C'est-à-dire on arrivait à des sociétés qui ne pouvaient plus du tout gérer les déchets qu'elles produisaient, qui étaient dépassées par les déchets. Donc du coup, il y avait quelque chose qui transformait le monde dans lequel on vivait, et comme malgré les déclarations, rien n'est fait pour que on s'arrête, et au contraire tout continue comme de plus belle, je me suis rendu compte qu'il s'est mis en place quelque chose qui modifie profondément nos sensibilités pour nous faire accepter cette situation tout en ayant l'air de la dénier, et du même coup en instaurant une sorte de cynisme qui tend à être généralisé et à faire en sorte que la société entière accepte cela, pour justement empêcher l'idée qu'il est quand même possible de sortir de ce monde-là. C'est-à-dire qu'il y a eu un temps, pour vous, où le sensible était dans la nature, tout autour de nous, où on n'était pas contaminé par cet environnement? Oui, ça, bon, on voit aussi depuis que... si j'ai utilisé l'expression de guerre à ce propos, c'est bien en me référant justement à William Morris dont vous avez parlé, qui, dès les débuts justement de l'industrialisation, a vu que là, quelque chose de très grave se jouait entre la sensibilité et le cours du monde. Et lui, justement, avait essayé de réagir à ça et de faire en sorte que quelque chose d'autre pouvait en sortir. Mais il n'empêche que maintenant, on est dans cette situation-là qui fait que la seule issue qui nous est proposée, c'est la marchandisation de tout. Et quand c'est tout, et c'est ça qui est le plus grave, c'est tout ce qui n'a pas de prix. On essaye maintenant d'investir. Il y a une sorte un essai de colonisation qui est bien avancé de nos paysages intérieurs, parce que c'était quand même là le seul
le seul lieu de résistance qu'on pouvait avoir. Exemple pour vous de ce qui n'a pas de prix, ou ce qui n'en avait pas en tout cas jusqu'ici, de ce qui n'était pas ou de ce qui n'est pas marchandable. Ouais, c'est tout ce qu'il faut. C'est tout ce qui fait que la vie vaut quand même, malgré tout, Le la coût peine d'être d'être vécu. vécue. Mhm. Bon, mais effectivement, il y avait quand même jusqu'à présent, dans l'ordre sensible, des territoires qui n'étaient pas marchandisés et que chacun pouvait choisir ce qui le passionnait. Or, tout d'un coup, maintenant, justement, avec cette esthétisation à outrance, cette cosmétisation du monde, il y a tous ces territoires-là sont de plus en plus marchandisés. Et c'est là où se trouve, où je pense qu'il est temps de s'en rendre compte, parce que aussi, et ça aussi c'est très grave, parce que d'un côté, étant donné le tour que prennent les choses, on pourrait dire qu'on se trouve dans une situation analogue à celle qu'avait décrite Étienne de la Boétie avec la servitude volontaire. Là, il me semble qu'on est passé à un stade supérieur, parce que oui, il y a cette servitude volontaire, malheureusement, parce que tout le monde, enfin pratiquement tout le monde accepte cet état de choses, mais d'un autre côté, il y a une servitude involontaire, inconsciente, par laquelle on est manipulé. Et preuve en est la beauté que l'art jusqu'ici véhiculait parfois, est elle aussi récupérée et pervertie aujourd'hui. Cet ouvrage, Ce qui n'a pas de prix, est aussi une critique du monde de l'art contemporain aujourd'hui, marchandisation de l'art, esthétisation de la marchandise. On parle d'ailleurs de marché de l'art. L'art contemporain n'a plus pour ambition, ou n'aurait plus pour ambition, selon vous, de changer la vie, comme le disait Rimbaud à propos du beau. Il a été récupéré par des forces peut-être supérieures, par une volonté concertée, en tout cas, des marchés financiers. Et c'est cette entreprise que vous tentez de décrire, ainsi que ses effets, ses conséquences sur notre vécu. Quels sont pour vous, aujourd'hui, Annie Lebrun, les mécanismes de légitimation de cette mainmise capitaliste sur le marché de l'art? D'abord parce que d'un côté on la dénie. Il y a quelque chose d'intéressant aussi. À la fois on voit qu'il y a une collusion comme jamais encore entre le monde de l'art et de l'argent, mais en même temps on la dénie en disant que tout ça que c'est pour des raisons culturelles, que c'est pour que la plus grande que le plus grand nombre de gens puissent accéder au monde culturel, alors que c'est complètement faux. Et puis il faut bien voir que cette soi-disant ce qui est présenté comme l'art contemporain, quand on regarde ce qui est exposés dans les différents musées des différentes capitales du monde, eh bien, c'est les mêmes artistes qui présentent les mêmes œuvres et qui sont sponsorisés par les mêmes puissances financières. Et j'ai été très frappée de voir que ce qui se passe dans les musées, c'est la même chose que ce qui se passe aussi dans la défiguration des villes, où on retrouve les mêmes enseignes, les mêmes marques, les mêmes marchandises, et pour aussi arriver à cette sorte de dévastation qui se fait de tous les sites historiques, puisque aussi il y a cette mainmise aussi sur le passé, et cette prise en otage donc de tout ce qui a véhiculé l'histoire de l'art. Il faut dire aussi Antoine que Mercier. vous détachez, parce qu'on vous comprenne bien, de la critique habituelle sur l'art contemporain qui ne serait plus de l'art ou qui aurait été dévoyé en tant que tel. Oui. Mais c'est cet arraisonnement, cette prise par la finance que vous dénoncez. Est-ce ce qui aboutit finalement à une création artistique qui perd son essence de singularité? Qu'est-ce qui est perdu là-dedans, dans ce... Est-ce qu'il ne peut pas y avoir quelque chose qui sort? Et par ailleurs, question subsidiaire, puisque les artistes sont censés dire le monde tel qu'il est que ce n'est pas en miroir ce qui leur envoie aussi à la société, ces artistes, c'est-à-dire voilà où nous en sommes? Oui, vous avez tout à fait raison d'insister sur le fait que je ne dénonce pas. Je ne suis pas dans les critiques habituelles contre l'art contemporain, etc. Soi-disant, vous perdrez tout, le sens. Mais d'abord, c'est un certain art contemporain qui est soutenu, mais plus que soutenu, qui est promu par les puissances financières. Et puis, d'un autre côté,
il s'agit de voir aussi qu'à travers cette soi-disant art contemporain, on assiste au détournement justement de ce qui avait été, bon, en gros, on peut dire toute le sens pris par l'aventure artistique et culturelle au XXe siècle, qui aussi était un effort de libération sous les formes les plus diverses, que là, tout d'un coup, c'est complètement retourné justement contre le sens que ça avait, et tout, c'est une exploitation en quelque sorte. On assiste à la production artistique maintenant, c'est des produits dérivés de ce qui avait existé au XXe siècle, et en même temps avec cet effet pervers qui, au lieu d'ouvrir l'horizon, ne fait que le fermer, et en particulier par les formes que ça prend, qui sont essentiellement celles du gigantisme, du débordement, et qui fait que le spectateur est amené et plongé dans un état de sidération. Et ça, c'est très important à mon avis, parce que cette sidération qui amène à la substitution de la sensation à la sensibilité, suspend tout jugement critique. Et pourtant, beaucoup de grands artistes, on pourrait parler de Damien Hirst, de Jeff Koons ou encore d'Anish Kapoor, ont le sentiment de créer aujourd'hui en toute liberté. Écoutez justement Anish Kapoor sur le travail de l'artiste. Souvent, j'ai dit que je n'avais rien à dire en tant qu'artiste. C'est parce que je crois que d'avoir quelque chose à dire, d'avoir un message, est quelque chose qui est embarrassant et qui gêne l'artiste. Dans l'atelier de l'artiste, il s'agit de recherche, de découverte, d'ouverture, de ne pas trouver ce que je connais, mais ce que je ne connais pas. C'est la seule chose qui me surprend, c'est ce que je ne sais pas, ce que je ne connais pas. Je crois que c'est ça le travail de l'artiste. Nous n'allons pas à la recherche d'une culture que nous connaissons déjà, nous partons à la recherche de quelque chose d'autre. Ce que je sais n'a rien à voir dans mon travail. L'artiste, quelque part, est un fou. Un fou du roi. Un idiot savant. Qui propose des choses qui parfois sont ridicules, mais qui ont une grande signification culture, même qui dépasse l'artiste lui-même quand ça arrive. L'artiste en idiot savant, dépassé par ses propres créations, Anish Kapoor, qui n'a pas le sentiment de se voir établir des nouvelles normes esthétiques, mais plutôt de les révolutionner ou d'en créer des nouvelles par son travail. Annie Lebrun. Oui, alors c'est un document particulièrement intéressant, parce que quand Anish Kapoor dit qu'il va vers ce qu'il ne connaît pas, etc., il se trouve que tout ce qu'il ne connaît pas et tout ce vers quoi il va le mène à l'argent. Et à une sorte de, quand même, et c'est pas le petit argent, c'est des sommes colossales. Et puis aussi, pour donner l'exemple, et si ça n'est pas une question d'argent, cette histoire qu'il y a eu il y a à peu près 2 ans, qui a été quand il a acheté le monopole de la couleur noire. Et ça, c'est quand même tout à fait significatif. C'est pour la première fois au monde, non seulement il y a un artiste qui prétend monopoliser une couleur, le noir absolu, mais ce qui est encore plus grave, c'est quand on sait de quoi est fait. Il a réussi à l'acheter parce qu'il a effectivement tous les moyens pour le faire, mais quand les caractéristiques de ce noir absolu, c'est quand même tout à fait intéressant, parce que il faut dire aussi que c'est un noir qui est le résultat, une couleur noire qui est le résultat de recherches militaires, ce qui n'est pas indifférent. Et l'effet que produit cette couleur quand elle est utilisée sur des surfaces et sur des reliefs, c'est justement qu'elle abolit tout relief, et que quand elle absorbe la lumière. Hein. Oui, elle absorbe la lumière, et que tout d'un coup, il n'y a plus que un trou noir. Et là, symboliquement, il y a quelque chose de très grave aussi. C'est quand on sait à quel point le noir, l'ombre, les ténèbres ont eu une importance dans l'histoire
et de la peinture, de la représentation et de l'imagination, que tout d'un coup, on vous substitue ce résultat de recherche militaire où justement tout est aplati et d'où rien ne peut apparaître. Là, il m'a semblé que quand Amish Kapoor parle du fou du roi, c'est aussi un exemple flagrant de ce que je dénonce aussi, qui est le cynisme, justement, de toute cette génération d'artistes et aussi d'hommes d'affaires qui, dans leur pratique continuelle du déni, essayent de faire avaler tout ce qu'ils font et cette sorte de dévastation du monde et de la sensibilité dont ils sont à l'origine, de faire avaler ça pour quelque chose bien comme du second degré, de l'humour, etc. Et il y a toujours un degré supérieur de cynisme qui va permettre de faire passer les pires exactions. Il faut quand même un peu de génie ou de talent, non, pour faire ça, ou pas du tout. Dans la manipulation, oui, incontestablement. Ce sont des personnes qui savent très très bien ce qu'ils font et qui effectivement sont très conscients de la réalité de ce monde et qui ont décidé d'aller complètement à fond. Cet ultra noir breveté par Amish Kapoor, écoutez les conséquences que ça peut avoir pour le travail d'autres artistes, en l'espèce le Britannique Christian Furr, parlant devant la caméra de Stupéfiant, le magazine de France Télévisions. À mon avis, ce matériau devrait être libre sur le marché pour que tout le monde puisse l'essayer et créer différentes choses avec. Oui, mais nous vivons dans un monde de business. Oui, c'est vrai. Alors là, c'est votre dernière série Animals, c'est ça? Quelques tableaux de la série, oui. Des chats et des chouettes. Et un chaton. Avec du Vanta Black, évidemment. Ça aurait été encore plus chouette. J'ai contacté le fabricant. Sœur et Nanosystems. Oui, c'est ça. Et ils m'ont dit que je ne pourrais pas en obtenir. Tout ça parce qu'Amish Kapoor avait une licence exclusive. Et ça a quand même été un choc. Je n'avais jamais été dans une telle situation. Je n'aime pas l'idée de ne pas partager. Voilà, ce qu'on entend à travers cet exemple, c'est la particularité de cette situation où un artiste s'approprie une couleur. Alors à l'instant, Antoine Mercier, à la fin de son journal, souhaitait vous faire réagir aussi sur cette action en justice intentée par Christian Louboutin, Antoine, oui, qui demandait à pouvoir garder l'exclusivité dans l'Union européenne de ces escarpins à semelles rouges. Sa fameuse signature qui est reconnue dans le monde entier. Et finalement, la Cour lui a donné raison. Enfin, en tout cas, il peut garder cette couleur sur ses semelles. Peut-être que ça, c'est pas exactement la même chose, mais malgré tout, c'est une appropriation. Quel est le problème fondamental? Ça veut dire que la couleur peut être déposée comme une marque. Oui, et moi je pense que c'est très près. Enfin, c'est pratiquement la même chose. C'est parce que aussi cette collusion entre la finance et l'art dit contemporain n'est pas non plus innocente, parce que tout ça aussi vise à nous faire assister à la transformation de l'art en marchandise, en marchandise financière, et de la marchandise financière en art. Et il y a même une sorte de concurrence presque de chefs d'entreprise et d'entrepreneurs entre les artistes et les gens qui les sponsorisent. Parce que tout d'un coup, c'est les personnages qui sont à la tête de ces puissances financières ont aussi une action artistique, et aussi ça n'est pas pour rien qu'il y a donc cette collusion de plus en plus grande entre l'art proprement dit, le monde artistique, et les industries du luxe. En quoi ça diffère véritablement du mécénat, on va dire à l'ancienne, où il y a toujours eu un soutien financier de la part des pouvoirs aussi, pour soutenir les artistes? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Est-ce qu'il y a un seuil qui a été franchi? Mais c'est justement cette transmutation, cette possibilité d'interchangeabilité entre la chose prétendue artistique et la marchandise. Mais vous ne pensez pas que l'échange peut être équitable aussi? On peut évoquer l'entrée des œuvres d'art dans les centres commerciaux. On a l'impression que pour vous, ça c'est le summum du pire. C'est vraiment le stade esthétique de la consommation poussée à l'extrême, transformant le regardeur en client. Mais qu'est-ce qu'ils ont vraiment à perdre, les artistes, dans ce genre d'échange ou de partenariat? Je t'expose, t'embellis mon espace. Ils ont tout à perdre. Ils ont tout à perdre, puisqu'ils ne travaillent, contrairement à ce pour avancer, ils ne travaillent pas pour eux, ils travaillent pour le capital.
il travaille pour cette sorte de domestication d'envergure globale qui est en jeu. Donc ils ont tout à perdre. Et d'ailleurs, à un moment dans son cynisme, Damien Hirst le dit, c'est une question entre qu'est-ce qui va se perdre, l'art ou l'argent. Et il pense que c'est l'argent qui va gagner. Enfin, il voit ça comme une sorte de combat quand même, de confrontation. Oui. Revenons sur cette manipulation globale. Vous écrivez, de même que le régime soviétique visait à façonner les sensibilités à travers l'art réaliste socialiste, il semble que le néolibéralisme en ait trouvé l'équivalent dans un certain art contemporain dont toute l'énergie passe à instaurer le règne de ce que j'appellerais le réalisme globaliste. Et la terreur, vous ajoutez un peu plus loin, si la terreur du totalitarisme idéologique est ici remplacée par les séductions du totalitarisme marchand, la spécificité du réalisme globaliste est de nous convier à notre propre dressage. Alors peut-être un mot quand même sur ce concept que vous avez forgé de réalisme globaliste, évidemment en référence au réalisme soviétique. Oui. Bon, alors ça vient de la remarque que j'ai faite tout à l'heure, c'est que où qu'on aille, on retrouve les mêmes artistes, les mêmes œuvres, le même arsenal théorique, justement, qui vous explique que ça a du sens, mais ça n'en a pas, que d'un autre côté, si vous êtes contre, c'est très bien parce que ça aussi a été prévu. Alors tout d'un coup, là, je me suis dit, mais de quoi s'agit-il ? On n'est pas du tout comme dans le réalisme, de ce que proposait le réalisme socialiste qui cherchait à imposer une idéologie à travers des images précises. Là, pas du tout. Tout est fait en sorte que vous êtes comme si vous étiez libre à ce point que ça n'a aucune importance ce que vous pouvez penser de la chose, puisque de toute façon ça a été prévu. Mais d'un autre côté, ce qui m'a paru inquiétant, c'était le fait qu'à travers ça se mettaient en place des processus, des protocoles qui sont dans le fond des incitations à se conduire complètement différemment, c'est-à-dire à être à faire fi de toute sensibilité, parce qu'il y a aussi cette grande entreprise de désensibilisation, justement à travers la sidération que provoquent ces œuvres d'art contemporain, et d'un autre côté, à accepter tout, puisque quoi que vous fassiez, ça n'a aucune importance. Donc ça crée une sorte de situation de soumission inconsciente et d'indifférenciation. À un moment, je parle de domestication par désensibilisation. Et c'est ça aussi. Désensibilisation, selon vous, est-ce qu'il y a une logique marchande qui consiste à mettre les hommes dans cet état-là pour pouvoir continuer à vendre et à faire tourner une machine économique? Donc il y a toute une vision économique aussi dans votre raisonnement. Oui, je le pense. Une logique. Parce que récemment, donc, j'ai appris l'existence, il y a un centre à Cagnes-sur-Mer, justement, où un immense centre commercial, où il y a, on présente, il y a un parcours d'art contemporain. Ce n'est pas par hasard, c'est un ancien directeur de Tokyo qui ménage ça. Et à la suite déjà ça fonctionne depuis un certain temps, et le directeur de ce centre commercial est particulièrement content parce qu'il a remarqué que au lieu de rester 1h30 à 2h, les clients de rester dans le centre commercial. Donc, on sait bien aussi comment sont faits les parcours de ces centres commerciaux, qui sont des parcours d'abrutissement pour inciter de plus en plus à acheter, que là, au lieu des 2 heures habituelles, on passe à 2h30, voire 3 heures, et que c'est grâce justement au parcours artistique. Et que, alors, du coup, ça participe de la mise en condition pour produire les consommateurs les plus appropriés, les mieux dressés. Ce qui n'a pas de prix, c'est votre dernier ouvrage manifeste, Annie Lebrun, votre Jusqu'à quand accepterons-nous ça ? On va peut-être se poser la question de savoir comment agir contre ce phénomène, quel rempart, comment lutter contre et ne pas se laisser emporter par la vague. 13h23 sur France Culture. Oui, l'art, c'est ce qui résiste. C'est ce qui résiste. Et c'est peut-être non pas la seule chose qui résiste, mais c'est ce qui résiste. D'où le rapport si étroit entre l'acte de résistance et l'art, et l'œuvre d'art.
Tout acte de résistance n'est pas une œuvre d'art, bien que d'une certaine manière elle en soit. France Culture. La Grande Table. Olivia Gesbert. La société de consommation a saturé l'espace du désir, selon vous, Annie Lebrun. Il n'y a plus de place pour le rêve, ni pour la révolte. Alors comment affiner nos sens? Comment produire de la résistance, comme l'évoquait aussi à l'instant Gilles Deleuze? Est-ce que la poésie, par exemple, reste pour vous, Annie Lebrun, une expérience du sensible qui parvient à se tenir un peu à côté des lois du marché? Oui, la poésie telle qu'elle a existé à travers des êtres. Par exemple, je cite beaucoup Reverdy, Rimbaud, Breton, etc. Mais aussi, il faut bien voir aussi que tout ce qui est l'ordre de la poésie, c'est aussi maintenant l'occasion d'un nouveau marché, d'une nouvelle, puisque aussi, justement, ces territoires-là sont à investir. Vous critiquez, il fut un temps, la poésie dans le métro, pardon. Oui, et ça, par exemple, moi, je trouve ça absolument épouvantable. Parce que c'est... à un moment, j'avais même appelé ça la poésie d'élevage, quoi, c'est ça. Donc, on vous crée des petits poètes, on en fabrique, hein, tout ça, et il y en a. Et je répète cette phrase que j'ai trouvée absolument extraordinaire, que Arthur Cravant, neveu d'Oscar Wilde, qui était poète boxeur et qui est mort très jeune et qui était un personnage des plus fascinants du début du XXe siècle, a écrit en 1912 « Bientôt dans la rue, on ne verra plus que des artistes et on aura toutes les peines du monde à trouver un homme. » Bon, on est dans cette situation-là. Alors, s'il s'agit de résistance, il faut essayer le plus possible d'être un homme. Et il semble que ce soit assez difficile étant donné les conditions qui nous sont faites. Alors comment recevrez-vous la comparaison faite par Thomas Clair, poète que nous recevions récemment, entre poésie et art contemporain? Pour moi, la poésie, c'est l'art contemporain de la littérature, en fait. Il y a une liberté totale. En art contemporain, il y a une liberté absolument totale. On peut faire n'importe quoi. D'ailleurs, l'art contemporain, c'est n'importe quoi, au sens propre du terme. Disons que la poésie, pour moi, ce qui m'intéresse, c'est quand elle va dans cette direction. Non pas quand elle se replie de manière, je dirais, post-malarméenne sur son propre langage, mais au contraire, quand elle vise à la totalité, c'est-à-dire... qu'elle peut se trouver, encore une fois, dans un lapsus, dans un message de téléphone portable qu'on entend dans le métro, dans une phrase prononcée par un speaker, dans un ensemble de choses. Au fond, elle est dans toute manifestation langagière et même extra-langagière. Voilà, des poèmes, vous en écrivez vous-même, Annie Lebrun, rassemblés tout est dit, notamment là, dans Ombre pour Ombre. C'est l'exemple de tout ce que je dis. C'est ça, c'est de ça dont il s'agit. On voit une sorte d'insensibilisation totale. Et de démocratisation en même temps de la poésie. Ça, c'est le grand... Ça, c'est le grand mot des financiers? Oui, exactement. C'est vrai? Bah, bien sûr. Pourquoi? Parce que c'est la façon, justement, d'investir tout ce qui n'a pas de prix. Alors, justement. Comment on lutte contre ça? De façon très, je pense aussi très, très individuelle, en refusant beaucoup de ces conduites domestiquées qui nous entourent de tous les côtés. Mais il me semble que si on prend le temps, une petite distance, ou le temps de la réflexion, mais très court même, parce que aussi tout est fait en sorte que les choses se succèdent les unes aux autres pour qu'elles soient complètement interchangeables. Et on vit quelque chose qui était, il y a quelques années, le slogan des Galeries Lafayette, « Il se passe toujours quelque chose aux Galeries Lafayette ». Effectivement, il faut qu'il se passe toujours quelque chose. Mais si on prend un tout petit peu de recul, et c'est pour ça que dans les choses qui n'ont pas de prix, j'ai mis l'ennui, j'ai mis la rêverie, j'ai mis tout ce qui fait qu'on est une esquisse de désertion, c'est déjà quelque chose. Et après, ça peut entraîner à d'autres départs. Parce qu'il faut absolument essayer de fuir cette sorte de ce présent sans présence qu'on essaye de nous inculquer. C'est le retour de Victor Hugo. Aller au-delà. Voilà. Extravaguer. Voilà. Parce que aussi, il y a cette chose-là, toujours j'oublie le nom du personnage qui était un élève de Hegel, qui dit « Il y a un autre monde, mais il est dans celui-ci ». C'est-à-dire, aussi, quand il faut commencer à regarder, parce que qu'est-ce qui se joue là-dedans, dans tous ces techniques de marchandisation, et aussi bien dans les choses d'art contemporain, c'est qu'il faut briser la tension.
Et il faut que l'attention soit captive. Et c'est justement essayer de retrouver, de se réapproprier notre propre attention aux autres, aux choses, à ce qui est autour de nous. Et là, peut-être déjà, quelque chose peut changer. Est-ce que ça progresse ? Est-ce que vous voyez beaucoup de personnes je pense que oui, concernées ? Un peu, oui. Et puis je pense que il y a un certain nombre de jeunes gens, et ça c'est très important, qui prennent des distances avec ce monde-là et qui ne veulent pas de ce qu'on leur propose et qui ne veulent pas de ça.